Cette génération. Voilà, de retour sur le World Impact Summit avec le député de Mulhouse, ancien ministre du Commerce extérieur, Olivier Becht. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir rejoint sur le plateau de l'hémicycle, la revue qui aime la politique, que vous connaissez évidemment. Bien sûr. Alors on est ici sur un salon qui propose des solutions. Vous voyez, on peut être positif aussi dans une France un peu morose, qui propose des solutions pour la transition écologique. Peut-être vous avez eu le temps depuis ce matin, hein, vous étiez là depuis ce matin. Alors, je suis arrivé en début d'après-midi. Bon, en début d'après-midi. J'étais à l'Assemblée. Vous avez peut-être eu le temps de regarder un peu les stands. Je sais pas, qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a un certain dynamisme, il y a un certain espoir qui est porté par tous ces groupes, ces startups ici. Moi, ce qui me marque beaucoup, en fait, c'est la capacité d'innovation de nos entreprises en France. Et on parle souvent en France des très grandes entreprises, mais en réalité, l'innovation, elle est partout, y compris dans les petites entreprises, dans beaucoup de start-up. On a une génération qui est pleine d'idées. Et ça, si vous voulez, c'est peut-être le plus grand message d'espoir qu'on a. C'est qu'on a aujourd'hui une génération qui est prête à prendre la relève et à inventer les solutions qui permettront justement de réconcilier la compétitivité économique et la transition énergétique et écologique. Voilà. Et je crois que c'est vraiment ce qu'incarne ce salon aujourd'hui. Alors il y a deux choses qui me frappent après les nombreuses interviews que j'ai faites sur le salon, et je vais m'adresser à l'ancien ministre du Commerce extérieur. Quand j'écoute les chefs d'entreprise, dont vous vantez le dynamisme, l'innovation et le fait qu'ils sont porteurs d'espoir, un, c'est l'empilement des normes qu'on a dans ce pays. Et puis deux, c'est parfois la naïveté, et vous avez été ministre du Commerce extérieur, la naïveté qu'on a par rapport à certaines productions qui viennent de l'extérieur, d'Asie, qui n'ont pas les mêmes normes, ni environnementales, ni sociétales, ni sociales, sur le travail des enfants, des minorités. Bon, après cette période passée au commerce extérieur, est-ce que vous partagez un peu la colère sur le second point que je soulevais de nos industriels? Alors oui, mais je vais répondre aux deux. D'abord, sur les normes, je suis à 100% d'accord. Notre pays en crève, si vous voulez. Pompidou disait ça. Arrêtez d'emmerder les Français. Pompidou disait ça déjà il y a plus de 50 ans. Il disait on en crève, mais c'était au sens littéral. Aujourd'hui, c'est au sens propre du terme. C'est-à-dire que les excès de normes font crever les entreprises. Et si les entreprises crèvent, derrière, ce sont des gens qui crèvent de faim. Donc il faut à un moment ou un autre, et ça c'est le mal de notre République, qui veut toujours, depuis qu'elle a coupé la tête au roi, être plus royaliste que le roi. Donc on fait des normes, et on fait des normes qui sont encore plus ambitieuses que les normes européennes, qui sont déjà les standards les plus élevés du monde. Bon. Donc à un moment ou un autre, je ne veux pas faire mon Javier Milei ou mon Elon Musk, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les caricatures. Non, j'ai laissé la tronçonneuse au vestiaire. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir diviser sacrément le nombre de normes pour redonner de l'agilité, pour redonner de la liberté, notamment d'entreprendre dans le pays. Avant qu'on parle des outils, des armes avec lesquelles nos concurrents se battent pour nous inonder de produits qui ne respectent pas forcément ces normes. Là, il y a un vrai débat sur les fameux CERFA. Vous avez vu la bureaucratie, la paperasserie que les entreprises doivent remplir. Il y en a des milliers, il y en a quelques centaines qui dépendent de Bercy, mais il y en a partout. Est-ce que même ça, on est capable de trier le bon grain de livret? Mais c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai dans la santé. Aujourd'hui, un soignant, c'est 30% de son temps à faire de la bureaucratie et de la paperasse. Bon, sans parler des agriculteurs. Voilà, les agriculteurs. La sécurité, un gendarme ou un policier, aujourd'hui, il passe quasiment plus de 50% de son temps derrière l'ordinateur au lieu d'être sur le terrain. Donc notre pays, au sens propre du terme, aujourd'hui, en meurt. Donc il faut vraiment s'attaquer à ça. C'est une priorité. Mais il faut un grand soir, il faut un choc administratif. Moi, je pense qu'il faut un choc de confiance, en disant, écoutez, sans rien renier aux normes de sécurité, notamment la sécurité sanitaire, pour les consommateurs et la sécurité physique, et c'est possible. Et les acquis sociaux. Allégeons tout ça. On a 400 000 normes, on les divise par deux.
L'objectif, 200 000 normes. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais vous savez, est-ce que vous croyez qu'on est mieux protégé par un code du travail qui fait 11 000 articles que plus personne ne lit, y compris les chefs d'entreprise, parce qu'ils n'ont plus la capacité, un artisan, un patron de PME, de mettre tout ça en œuvre, ou par quelque chose de simple qui est accessible à tous? Alors, Olivier Bèche, sur la question de ce que j'entends depuis 2 jours ici, au World Impact Summit, j'entends des chefs d'entreprise et non des moindres qui m'expliquent que parfois ils ont l'impression de se battre à armes inégales, c'est-à-dire que les douanes françaises font ce qu'elles font, elles sont évidemment rigoureuses, mais elles manquent peut-être de moyens. Qu'est-ce qu'on contrôle des produits qui rentrent, que ce soit des ustensiles de cuisine, des textiles? Regardez le développement de ces plateformes de fast fashion, comme on dit, les Shein, les Temu, et donc eux ils se disent, mais nous on respecte des règles draconiennes pour le bien-être de nos consommateurs français, mais est-ce que ce qu'on importe est toujours vérifié? Alors, moi je pense qu'il y a 2 choses. La première, il faut une règle très simple. C'est les normes qui sont imposées à nos producteurs nationaux doivent être les mêmes que celles qui sont imposées aux producteurs qui viennent importer au sein de l'Union européenne. Ça, c'est à mon avis, c'est ce qu'on a voulu dire notamment à nos amis d'Amérique du Sud lors des négociations sur le Mercosur. On leur a dit, nous, on n'a rien contre les pays du Mercosur, mais la règle, elle est simple, c'est les mêmes pour tous. La mise en place de clauses miroirs. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs dans les traités ou les mesures miroirs dans la législation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le contrôle. C'est qu'une fois que vous avez dit c'est les mêmes normes pour tous, il faut encore que ces normes soient respectées. C'est-à-dire que le produit qui rentre à la frontière soit inspecté. Et là, on a un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a que 0,5% des produits qui sont effectivement vérifiés à la frontière. Et on sait que sur les 0,5% qui sont vérifiés, 50% sont non conformes. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est un tirage aléatoire qui dit beaucoup sur le reste. C'est un tirage aléatoire, mais on peut dire que qui dit beaucoup sur le reste. Ça veut dire quasiment qu'il y a un produit sur 2 qui rentre dans l'Union européenne n'est pas conforme. Et donc, si on veut protéger nos consommateurs, et là je dis protéger nos consommateurs, c'est-à-dire nos citoyens, eh ben, il faut un véritable bouclier douanier autour de l'Europe pour faire en sorte que, parce qu'on se concentre souvent sur les frontières en disant il faut éviter les migrants, voilà. Mais le problème, c'est pas simplement les migrants, le problème c'est surtout les produits qui rentrent et qui sont non conformes. Et donc il faut faire en sorte que, où que vous soyez en Europe, un produit qui rentre sur le sol européen soit vérifié et que l'on puisse derrière avoir des sanctions très lourdes vis-à-vis des personnes qui font rentrer. Qui rentrent aussi dans nos grands ports, etc. Voilà. Alors, dernière question, vous êtes aussi député de Mulhouse. Comment est-ce que vivent vos électeurs cette transition écologique? Il y a d'un côté, alors je vais être un peu caricatural, on a l'impression qu'il y a une écologie radicale qui nous impose des trucs dans notre vie quotidienne qui sont inapplicables et cette écologie-là, on n'en veut pas. Puis d'un autre côté, il y a une prise de conscience quand même que le réchauffement climatique est là, qu'il va falloir qu'on s'adapte les uns les autres, les entreprises mais aussi les citoyens. Oui. Entre les deux, vos électeurs balancent? Vous voyez, je pense que les gens aujourd'hui prennent conscience qu'il y avait la question de la transition énergétique, écologique, et qu'aujourd'hui il y a aussi l'adaptation au changement climatique. Moi j'étais maire élu en 2008, j'étais maire pendant 10 ans d'une ville de 15 000 habitants en Alsace, qui s'appelle Rixheim, dans l'agglomération de Mulhouse. Quand j'ai été élu en 2008, j'ai fait une grande partie de ma campagne sur la lutte contre le réchauffement climatique. On mettait des panneaux solaires, par exemple, sur les toits des salles de sport, des écoles, etc. On a fait un réseau de chauffage urbain à base de biomasse pour décarboner massivement nos chauffages, etc., etc. Aujourd'hui, je serai réélu, en tout cas en campagne pour une élection municipale. Je ne ferai plus campagne sur la lutte contre le réchauffement climatique, parce que je sais que malheureusement, malgré tous les efforts qu'on fait, il y a une partie du réchauffement qu'on aura quand même. Par contre, je ferai campagne sur l'adaptation au changement climatique. Ça veut dire que le toit de ma salle de sport, je ne fais pas que penser mettre des panneaux solaires sur le toit, je fais surtout en sorte que le toit puisse résister demain
à des vents de 150 km/h. Oui, c'est différent. Voilà, c'est différent, c'est une autre approche et je pense que les électeurs les citoyens commencent à être assez sensibilisés à ces questions. Ils savent qu'il va faire plus chaud, qu'il va falloir adapter la ville. Adapter la ville, ça veut dire la rafraîchir, plus de verdure, plus d'eau. Qui dit plus de verdure, plus d'eau, dit aussi plus de moustiques. Donc il va falloir s'adapter également à des démoustifications pour éviter des maladies tropicales, etc. etc. Le chikungunya, la dengue, bien sûr. Donc il va falloir repenser la ville, il va falloir repenser nos sociétés pour à la fois prendre ce que j'appelle notre part du colibri sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut continuer l'effort. Enfin, il faut être conscient que si le monde entier ne nous suit pas, et je parle de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, ça va être compliqué de gagner tout seul la bataille, et que donc il faudra aussi s'adapter. Voilà, et c'est la grande bataille qui arrive en parallèle de celle de la transition énergétique, c'est l'adaptation au réchauffement climatique. C'est une bataille qu'on peut gagner. Mille merci, monsieur le ministre. Merci, cher Olivier Becht. Dans quelques minutes, un nouvel invité. Je vous laisse peut-être, parce que vous êtes arrivé qu'en début d'après-midi, donc vous n'avez pas eu le temps de voir tout le World Impact Summit. Je vous laisse continuer votre déambulation dans les allées du World Impact Summit. On se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup.